Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une source unique, mais vraiment, vraiment riche. C'est la transcription d'une interview avec Mika, le Chief Product Officer du projet blockchain Alephium. Et en la lisant, il y a un thème qui m'a vraiment sauté aux yeux. C'est une sorte de quête permanente. Oui, Comment on prend une technologie qui est ultra sophistiquée et on la rend simple. Mieux que ça, intuitive presque, agréable à utiliser. C'est vraiment une réflexion sur l'art d'aller à l'essentiel. c'est exactement ça. Et ce qui est passionnant, c'est que ce défi, en fait, il dépasse complètement la blockchain. Ah oui, c'est universel. C'est le défi de n'importe quel bon designer. Qu'il conçoive une voiture, un service bancaire, le but est toujours le même. Comment on masque l'ingénierie, la complexité, pour que l'utilisateur ne voit que la valeur finale. Et là, l'interview de Mika, c'est une étude de cas parfaite. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le rôle de Mika chez Alephium est assez particulier. Il est le premier employé. Le tout premier, oui. Il est là depuis le début, il y a 6 ans, et il a plusieurs casquettes. Il fait du développement front-end, donc tout ce qu'on voit à l'écran. Il supervise le design du produit et il va même jusqu'à créer les visuels pour le marketing. On pourrait croire que ça part un peu dans tous les sens. Mais en fait, pas du tout. Tout est lié par une seule et même mission, et il le dit très clairement. Laquelle? Rendre cette technologie accessible au plus grand nombre. Il est le premier à dire que, sous le capot, Alephium, c'est complexe. Il utilise des mots comme UTXOs ou sharding. Attends, arrêtons-nous juste une seconde là-dessus. Le sharding, pour faire simple, c'est un peu comme si on divisait une autoroute bouchée en plein de petites routes parallèles pour que ça roule mieux. C'est ça l'idée? C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. On répartit la charge pour que le réseau soit plus rapide. Et les UTXO, alors ça c'est une autre philosophie. La plupart des blockchains, disons comme Ethereum, fonctionnent comme un compte en banque classique. On a un solde. Voilà, un solde qui monte et qui descend. Le modèle UTXO qui vient de Bitcoin, c'est différent. C'est plus comme un portefeuille physique avec des pièces et des billets. Chaque transaction utilise des pièces entières et vous rend la monnaie sous forme de nouvelles pièces. C'est, disons, plus complexe pour les développeurs, mais ça a des avantages en sécurité. D'accord. Donc, on a une sacrée mécanique en arrière-plan. Et le travail de Mika, si je comprends bien, c'est de faire en sorte qu'on n'ait jamais à se poser de questions sur tout ça. Précisément. Son obsession, c'est d'abstraire cette complexité, de la faire disparaître. La masquer. Voilà. Le but, ce n'est pas qu'on comprenne le moteur, c'est qu'on prenne du plaisir à conduire la voiture. Il utilise même un mot assez fort, il parle de joie. Il veut que l'expérience soit joyeuse, pas seulement pour les geeks, mais aussi pour les normies, comme il les appelle, le grand public. Donc, ce n'est pas juste une question d'esthétique, de faire quelque chose de joli. Non, c'est une nécessité stratégique, c'est vital. Il a une phrase qui est sans appel. Il dit « Alephium n'est rien si personne ne l'utilise réel ». Ce direct. On peut avoir la meilleure technologie du monde, si elle est inutilisable pour le commun des mortels, elle ne sert à rien. Pour lui, la simplicité, ce n'est pas une option, c'est le seul chemin vers l'adoption. Et cette philosophie, justement, il est en plein dedans. Il est en train de la mettre à l'épreuve avec un tout nouveau produit. Une plateforme d'échange décentralisée. Une DEX. Oui, et c'est un retour aux sources pour lui, mais avec un défi encore plus grand. C'est-à-dire? Il raconte qu'avant Alephium, il avait déjà travaillé sur une plateforme d'échange, mais il la qualifie de semi-décentralisée. L'expérience était très proche de ce qu'on connaît du web classique, du web 2. Là, l'objectif est tout autre. C'est une DEX purement web 3. Et ça change quoi concrètement pour la personne qui l'utilise? Ben, ça change tout. Purement web 3, ça veut dire que vous gardez le contrôle total de vos fonds, tout le temps. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais du coup, ça introduit de nouveaux concepts, et pas des plus simples. Ah, Il parle de staking, de liquidité concentrée. ok, encore des mots à décoder. Le staking, si je ne me trompe pas, c'est un peu l'équivalent d'un compte épargne en crypto. On bloque des jetons pour aider le réseau et on est récompensé pour ça. C'est tout à fait ça. Par contre, la liquidité concentrée, c'est encore un cran au-dessus. D'accord. Sur une DEX classique, quand vous fournissez des liquidités, c'est comme si votre argent couvrait toutes les possibilités de prix, de zéro à l'infini. La liquidité concentrée, ça vous permet de dire moi je parie que le prix va rester entre 10 et 15 dollars. Du coup, vous mettez tout votre argent dans cette petite fourchette. C'est bien plus efficace, mais c'est aussi bien plus risqué. Et surtout, C'est un cauchemar à expliquer simplement. exactement, comment rendre ça joyeux? Le défi est immense. Alors, comment il s'y prend?
Quelle est sa méthode? L'immersion totale. Il explique qu'il a passé des semaines à faire de la recherche concurrentielle, mais pas juste en lisant des rapports. Il a utilisé les plateformes. Il s'est mis dans la peau de l'utilisateur. Prendre les problèmes. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est quoi le paysage actuel, selon lui? Son analyse est assez parlante. Il voit une séparation très nette, presque une caricature du marché. D'un côté, il y a ce qu'il appelle les interfaces science-fiction. Science-fiction? Oui, très sombres, des graphiques partout, des chiffres qui clignotent, le cockpit d'un vaisseau spatial, quoi. C'est fait pour les traders experts qui veulent un contrôle absolu. Le cockpit de l'Enterprise, d'un côté. Et de l'autre, j'imagine l'extrême opposé. Précisément, l'ambiance arc-en-ciel, comme il dit. Des interfaces très colorées, très ludiques, parfois presque enfantines avec des mascottes, des animations. Ce qui peut être un problème. Un énorme problème, parce que ça peut vite faire jouer ou casino en ligne. Et quand on parle d'argent, même de petites sommes, on a besoin de sentir que c'est sérieux, que c'est sécurisé. La crédibilité, c'est la base. Son but, c'est de trouver un chemin entre ces deux extrêmes. Ne pas être intimidant comme un cockpit d'avion, ni frivole comme un jeu. C'est ça. Tout l'art est là. Et j'imagine qu'il ne part pas de zéro. Il cite des inspirations, non? Oui, et c'est là que ça devient très concret. Il parle de deux géants du secteur, Uniswap et Radium, et son analyse est très nuancée. Alors, commençons par Uniswap. Le leader, il l'admire pour sa simplicité, mais il lui fait un reproche assez surprenant. Oui, Il la trouve trop simple. C'est fou, non? On entend rarement ça. C'est fascinant, parce qu'on voit qu'il ne pense pas qu'au débutant absolu. Il pense aussi à l'utilisateur qui, après quelques fois, veut aller un peu plus loin. Qui veut comprendre un peu plus? Exactement. Il dit qu'avec Uniswap, il doit faire beaucoup de clics pour accéder aux données. L'info est là, mais elle est cachée, enfouie dans des menus. Et ça, c'est une leçon de design capital. Aller à l'essentiel, ce n'est pas cacher l'information, c'est la présenter au bon moment. Il cherche donc plus de transparence. Et c'est ce qui l'attire chez cette deuxième inspiration, Radium Finance. Tout à fait. Techniquement, il trouve Radium très très solide, à tel point qu'il avoue que du code de leur nouvelle DEX est basé sur le travail de Radium. Ce qui est une sacrée marque de respect dans ce milieu. Ah oui, c'est énorme. Il reconnaît la qualité de leur ingénierie. Mais alors, pourquoi ne pas juste copier leur interface s'il admire autant la technique? Parce que, pour lui, c'est justement là que ça coince. Il pense que l'interface de Radium peut être vraiment améliorée. Par contre, ce qu'il veut absolument garder, c'est cette philosophie de transparence. Il aime le fait qu'on ait une vision claire de ce qui se passe. On n'a pas l'impression d'interagir avec une boîte noire. Donc si je résume sa stratégie, il veut créer une sorte d'hybride, C'est ça. prendre la simplicité d'Uniswap, mais sans cacher les informations importantes, et y ajouter la richesse des données et la transparence de Radium, mais en présentant tout ça de manière beaucoup plus élégante. Plus digeste. C'est un sacré défi de synthèse. Mais en fait, c'est ça le bon design de produit. Ce n'est pas inventé à partir de rien. Et ce n'est surtout pas copier. C'est observer, analyser, comprendre les forces, les faiblesses, et créer quelque chose de nouveau qui résout un problème. Il part de ses propres frustrations pour créer une meilleure solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à avoir cette vision parce que son rôle est lui-même une sorte de carrefour. Il n'est pas juste le designer ou le chef produit. Non, et il le dit lui-même, c'est un avantage colossal. Souvent, dans les entreprises, le produit, le design, le marketing, ce sont des silos. Qui ne se parlent pas toujours. Exactement. Lui, il est à l'intersection de tout ça. Son travail sur le marketing, par exemple, ça le met en contact direct avec la communauté. Il n'est pas dans une tour d'ivoire. Il entend les questions, les doutes des gens en direct. Voilà. Et ce flux d'informations du monde réel, ça vient nourrir directement sa réflexion sur le produit. C'est une boucle de rétroaction hyper courte, hyper efficace. Ça l'aide à comprendre, je cite, ce que les utilisateurs recherchent vraiment. Et la boucle se referme, j'imagine. Totalement. Parce qu'un produit qui est simple, qui est clair, qui a été pensé pour l'utilisateur, il est beaucoup plus facile à expliquer pour l'équipe marketing. Donc les deux facettes de son travail s'alimentent. La clarté du produit simplifie le marketing et les retours du marketing améliorent la clarté du produit. Un cercle vertueux. Et cette synergie, c'est probablement la clé pour réussir ce fameux « aller à l'essentiel ». Pour savoir quoi enlever, pour épurer, il faut comprendre ce qui est indispensable à l'utilisateur. Et cette compréhension, elle ne tombe pas du ciel, elle vient du contact avec la communauté. Au final, ce qui ressort de tout ça, c'est que cette quête de la simplicité, c'est une forme de respect pour l'utilisateur. Oui, c'est un beau mot. C'est comme lui dire, on a fait le travail difficile pour vous. On a dompté la complexité en coulisses pour que votre seule préoccupation, ce soit d'atteindre votre but. Facilement, agréablement, mais en ayant quand même les bonnes infos pour décider.
C'est un équilibre de funambule. C'est une ligne de crête. Très très fine. Comment ça? Si on simplifie trop, le produit devient un jouet. Il perd sa puissance et les utilisateurs avancés se sentent bridés. Si on ne simplifie pas assez, ça devient une usine à gaz, ça fait peur et on exclut 99% des gens. Le génie, le véritable art, il est dans cet espace minuscule entre le trop simple et le trop complexe. Et ça nous amène à une dernière pensée peut-être. Dans notre monde actuel, qui est saturé d'infos, de fonctionnalités, de notifications, la compétence la plus précieuse, ce n'est peut-être plus de savoir quoi ajouter. Mais de savoir quoi retirer. Exactement, avoir le courage de retirer. Et on peut se demander comment appliquer cette idée d'aller à l'essentiel, pas seulement au design de produits, mais à notre propre façon de consommer l'information, de travailler, de communiquer. Le vrai défi, il est peut-être là.